bonjour Daniel, donc ça me fait plaisir de t'interviewer et de faire... alors on s'était déjà croisé plus ou moins rapidement dans des réseaux networking immobiliers. C'est ça. Et là donc du coup j'avais eu l'occasion de te proposer qu'on se revoie pour cette interview et je te remercie de la gentillesse que tu as eue d'accepter cette interview. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Et du coup, Daniel, est-ce que tu veux présenter un petit peu ton parcours? Parce que tu as, en fait, tu as un parcours qui est, comment dirais-je, très riche. Et puis aussi, donc, raison pour laquelle aussi je t'ai proposé cette interview, c'est que tu as écrit ce superbe livre. Donc, voilà, donc si tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours très riche, Daniel. Merci beaucoup. Alors, effectivement, j'ai plusieurs casquettes. J'ai un parcours qui a été assez varié, assez riche dans plein de domaines différents. J'ai commencé tout d'abord par la chirurgie dentaire. Je suis docteur en chirurgie dentaire. Je travaille en cabinet et à l'hôpital. Et je forme des étudiants à l'Université de Paris, dont je suis professeur attaché en chirurgie. Donc ça, c'est ma première activité. Et je suis sorti de la fac assez jeune, j'ai terminé les études de dentaire à 21 ans, donc j'étais parmi le ou les plus jeunes dentistes de France. C'est une activité qui me tient à cœur et que je pense continuer dans le futur. Et en dehors de cette activité, j'ai d'autres activités annexes. Alors j'ai des activités que je fais par passion, qui sont notamment la photographie et la vidéo, parce que je suis photographe de Fashion Week. J'ai fait également des vidéos de vlogs, des mariages et des festivals des vidéos que je présente assez régulièrement. Ensuite, je suis acteur-comédien. Alors, je ne suis pas très reconnu dans ce domaine. Je fais peut-être 8 à 12 tournages par an, mais c'est une activité qui me tient à cœur parce que ça me passionne. Et je sais que dans ma famille, on est nombreux à faire des tournages. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de continuer, malgré toutes mes autres activités. Et sinon, j'ai une activité d'investisseur immobilier et je participe à propager, à vulgariser comme toi les connaissances sur l'investissement immobilier parce que j'adore ça. Et pour ça, je fais des conférences, j'ai fait de l'accompagnement que je fais de façon assez irrégulière parce que c'est assez chronophage. Et j'ai effectivement rédigé donc un ouvrage qui s'appelle « Comment investir en immobilier locatif » qui est un ouvrage best-seller puisqu'il est numéro 1 des ventes sur Amazon depuis sa sortie en septembre 2020. Je le mets à jour tous les ans, donc là c'est la version 2021, mais il y a aussi la version 2022 qui est sortie. Et ça fait partie actuellement du top 0,05% des ouvrages francophones, puisque sur Amazon il est classé entre la 100e et la 600e place en fonction des périodes, sur 1 500 000 livres référencés en francophonie. Excellent. Merci. C'est un ouvrage du coup qui fait 570 pages et qui est très généraliste sur l'ensemble de l'investissement immobilier en locatif, de façon à pouvoir traiter un petit peu toutes les stratégies qui sont possibles dans ce type d'investissement. Et dernière activité, là j'ai intégré récemment le Conseil franco-britannique. Oui, j'ai vu ça sur ton site internet. C'est ça, tout à fait. J'adore ça et du coup le but c'est un organisme qui est chargé d'améliorer les relations entre la France et le Royaume-Uni et qui du coup a pour ambition de prendre des personnes qui sont reconnues dans certains domaines assez variés, un peu de tout comme domaine, qui ont pour but de former les leaders de demain. Et j'ai aussi cofondé une maison d'édition pour accompagner d'autres auteurs qui s'appellent les éditions DYL, D-Y-L, et on se concentre surtout sur les livres qui concernent l'investissement, le business et le développement personnel. Ok, bon, c'est bon à savoir. Merci beaucoup. Merci d'avoir retracé aussi brièvement ton riche parcours et puis nous allons pouvoir passer à la question suivante. Super. Daniel, donc question par rapport à l'écriture de ton livre, faut-il être perfectionniste et jusqu'à quel point pour s'autoriser et puis surtout réussir à écrire un livre? Alors c'est une excellente question parce qu'effectivement on pose souvent la question est-ce qu'on peut écrire un livre facilement, etc. Est-ce que c'est compliqué? Je distingue vraiment deux types de livres pour moi. On a les livres qui sont plus de l'ordre de l'expression personnelle. On a des auteurs qui écrivent un petit peu pour se faire plaisir parce qu'ils ont quelque chose à exprimer qui est à l'intérieur d'eux, quelque chose qu'ils ont envie de dévoiler au monde, une sorte de catharsis. Et on a une seconde catégorie de livres où les auteurs en fait rédigent des ouvrages, non pas pour délivrer ce qu'eux ont à dire, mais plutôt pour répondre à un besoin en fait. Et ces deux livres pour moi sont très
différents, même si parfois le lecteur a parfois du mal à distinguer les deux. Je pense que la première catégorie de livres ne nécessite pas particulièrement d'être très pointilleux, parce qu'il suffit d'écrire vraiment ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on souhaite exprimer aux autres, et ça c'est plutôt facile. Par contre, la deuxième catégorie de livres est un petit peu plus complexe à rédiger. C'est-à-dire que, effectivement, par exemple, l'ouvrage que j'ai écrit, j'ai commencé en faisant un livre passion, en fait, donc en mettant seulement ce que je voulais voir à l'intérieur, avant de réfléchir un petit peu et de me dire, voilà, le livre contient tout ce que j'ai envie d'exprimer, donc ça c'est super. Après, si je veux que le livre soit encore mieux, il faut que le livre puisse répondre à la demande des investisseurs immobiliers. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les questions en fait, les plus usuelles en investissement immobilier, que je peux trouver sur les forums, les groupes Facebook, dans mon entourage, parce que je me suis rendu compte que les questions étaient généralement les mêmes, et je me suis dit, mon livre doit répondre à toutes ces questions-là, et donc j'ai pris chaque point, chaque question, j'ai fait une liste de questions, et donc c'est pour ça, je pense qu'on a pu obtenir un succès comme ça, mais effectivement, c'est quelque chose qui est très compliqué de ne pas se contenter de notre point de vue et de ce que nous, on voudrait voir dans le livre, mais aussi de se demander qu'est-ce que le lecteur pourrait vouloir voir dans le livre, en le considérant comme un produit qui doit répondre à un besoin. Ok, donc ça a demandé en fait un effort d'empathie et d'écoute. Donc en fait, tu es parti. Donc avant, en fait, si on reprend dans l'ordre chronologique, donc tu avais déjà une expérience d'accompagnement et ça t'a aidé à être plus à l'écoute de tes lecteurs, tes futurs lecteurs, pour justement rédiger le livre dont ils ont besoin en fait finalement. C'est ça, tout à fait. Ok, ça c'est ça. Ok, merci pour ce partage, Daniel. Merci à toi. Alors, question suivante. Alors, Daniel, donc, quelle a été la partie la plus difficile à écrire dans ton livre « Comment investir en immobilier » La partie la plus complexe, ça a été là où je partage mes opinions. C'est-à-dire que le but de mon livre n'est pas particulièrement d'imposer au lecteur ma vision de l'immobilier, mais c'était de permettre au lecteur d'avoir un point de vue global sur toutes les possibilités d'investissement en immobilier locatif, puisqu'elles sont assez larges. Il y a vraiment une multitude de possibilités, aussi bien en termes de mode de location qu'en termes de fiscalité, et donc mon objectif était de présenter toutes ces possibilités au lecteur. J'ai tout de même inséré quelques opinions concernant différents modes de location que j'appréciais plus ou moins, concernant certaines fiscalités qui sont généralement plus ou moins avantageuses ou plus ou moins pratiques par rapport aux objectifs des lecteurs. Mais mon but a été vraiment de me retenir, d'imposer ma vision de façon à ce que le lecteur ne suive pas ma vision des choses, qu'il n'y ait pas après, je ne sais pas, des milliers de lecteurs, investisseurs qui investissent selon la façon de Daniel vu, mais que vraiment chacun puisse choisir selon ses objectifs. Garde son libre arbitre. C'est ça. Et alors c'est vrai que en fait, c'est à la fois ce qu'il y a de bien et de difficile dans l'immobilier, c'est que en fait c'est tellement vaste que en fait quand on commence à rentrer dans l'immobilier, on s'aperçoit qu'il y a tellement entre le type de bien, les modes d'exploitation, les statuts fiscaux, etc. Finalement c'est une force puisqu'en fait on va pouvoir designer son projet d'investissement particulièrement par rapport à ses propres contraintes, ses envies, etc. Et ok, c'est clair. Merci beaucoup. Du coup, dans ta présentation, donc Daniel, en fait, on voit que finalement, tu es polyvalent, tu as développé une expertise sur plusieurs domaines. Alors, ça fait un petit peu, entre guillemets, mentir l'adage qui dit, expert, ça veut dire expert. Finalement, en fait, toi, tu es un petit peu, entre guillemets, un peu hors du commun, puisque du coup, tu es expert dans plusieurs domaines. Et justement, comment est-ce que tu as des recettes un petit peu pour arriver à ça, quoi? Pour moi, il y a plusieurs choses pour réussir, entre guillemets, être expert dans un domaine. Tout d'abord, il faut choisir ses domaines de prédilection dans lesquels on va se lancer, et ça, c'est pas forcément une chose aisée. Pour moi, l'échec doit toujours être envisagé, c'est-à-dire que effectivement, même si on cherche le succès, à partir du moment où on entreprend, où on fait des choses, on aura forcément des échecs et il faut apprendre à les accepter. Donc mon parcours n'a pas non plus été exempt d'échecs et ça m'a permis d'apprendre, donc ça c'est quelque chose de bien, plutôt bien d'avoir échoué dans certaines parties, donc le but c'est d'échouer le moins possible, mais voilà, ceux qui agissent échouent forcément à certains moments, donc ça il ne faut pas en avoir peur. Et ensuite je pense que les choses dans lesquelles il faut se lancer doivent réunir trois facteurs.
Le premier facteur, c'est la compétence qui s'acquiert soit de façon innée pour certaines personnes, parfois c'est un peu injuste, mais certaines personnes l'ont de façon innée, par le travail, ça vient aussi, par l'expérience. Ensuite, la deuxième chose, c'est la passion pour moi, parce que ça permet de s'engager dans des projets sans avoir l'impression de travailler. Je pense que toi et moi, on adore l'immobilier, et donc même si on peut y dédier beaucoup de temps, on n'a vraiment pas l'impression de travailler parce que c'est quelque chose qui nous amuse énormément. Et la troisième chose, c'est l'entourage. C'est-à-dire que pour moi, un entourage qui est là où on veut aller, ou qui du moins a les mêmes objectifs que nous dans les domaines où on est en train de travailler, c'est quelque chose de très enrichissant, de très important. Et moi, ça m'a aidé dans beaucoup de domaines. Tous les domaines où je me suis lancé, généralement, il y avait des personnes qui m'ont inspiré dans ces domaines-là. Et je me suis dit, waouh, si ces personnes-là sont là où elles sont dans ces domaines-là et ont réussi, c'est que du coup, nous aussi, on peut le faire. Et je pense que le fait de voir des personnes qui réussissent, moi c'était par exemple dans le cercle des investisseurs immobiliers, des personnes qui investissaient à grande échelle, ça permet de changer un petit peu sa vision de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Ça brise en quelque sorte un plafond de verre et ça rend plus réaliste quelque chose qui peut sembler à l'origine plutôt de l'ordre du rêve ou de l'irréaliste. Le fait de pouvoir voir quelqu'un qui le fait, on se dit voilà, si on fait la même chose en mettant en place tout ce qu'il faut, c'est également possible. Oui, et en fait, par rapport à ce que tu dis, effectivement, c'est intéressant de voir que, par exemple, aux États-Unis, en fait, quelqu'un qui va avoir connu en fait, un échec va être payé plus cher que quelqu'un qui n'a pas connu d'échec. Alors qu'en France, on voit qu'on n'a pas la même culture de l'échec. Et voilà, donc ça c'est... et surtout, et c'est vrai que c'est très vrai en immobilier. Moi, quand je rencontre, alors heureusement ça arrive quasiment pas, mais une personne qui va vous dire en immobilier, j'ai jamais fait d'erreur, forcément c'est suspect, quoi. C'est bizarre, quoi. Oui. Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre que c'est normal, ça fait partie du processus d'apprentissage. Et voilà, c'est tout simplement, quoi. Ouais, oui, je pense tout à fait que l'échec doit être évité, mais effectivement, si on fait les choses, il y a forcément des échecs qui arrivent à un moment ou l'autre. Donc, on n'est pas exempt d'échecs. Yes, ok, alors question suivante. Alors Daniel, y a-t-il un point commun entre un investisseur immobilier à succès et écrire un best-seller? Alors oui, je pense qu'il y a pas mal de points en commun. D'ailleurs, on parle souvent d'immopreneurs, en fait, d'entrepreneurs immobiliers. Et de la même façon, il y a des auteurs qui sont en quelque sorte entrepreneurs, parce que dans les deux cas, ça nécessite un engagement qui est assez important de la part de la personne qui choisit d'investir en immobilier ou alors d'écrire un livre. C'est une activité qui peut être chronophage, qui peut demander beaucoup d'engagement. C'est toutes les deux des activités qui nécessitent aussi pas mal de connaissances pour le faire bien. Donc les connaissances viennent soit par l'expérience et le fait de fréquenter d'autres personnes dans le milieu, ou alors par le fait d'apprendre au travers de formations, de coaching, d'accompagnement, des choses comme ça, comme ce que tu proposes. Et dans les deux cas, ce sont des produits, en fait, les produits immobiliers comme les ouvrages, qui doivent répondre à une demande. C'est-à-dire que quand on investit dans un bien locatif, on essaie de penser au locataire, donc en fait la personne qui est en demande de notre bien, et quand on écrit un ouvrage, c'est exactement la même chose, on va chercher à savoir qui peut être intéressé par ce type d'ouvrage, et de faire en sorte que notre produit réponde à cette demande de la meilleure façon possible. Et oui, en fait, c'est très juste ce que tu dis, puisqu'en fait, quand on réalise en fait, un projet immobilier, en fait, c'est vraiment de la gestion de projet. Il faut inclure cet aspect marketing en se disant, avant même, au tout début du projet, réfléchir déjà quel sera mon locataire type, puisqu'en fait, tout est lié en fonction le choix du quartier, de la ville, la décoration, le type de logement. Et donc, c'est vrai que c'est très... on a tendance à l'oublier, mais en fait, l'immobilier a une grosse dimension marketing. Tout à fait. Ok. Et pareil pour les ouvrages. Du coup, c'est vrai que les auteurs l'oublient souvent parce que c'est vrai que le profil des auteurs est rarement celui d'un entrepreneur. C'est souvent des personnes qui sont un peu plus littéraires, qui ont envie de s'exprimer. Du coup, ces personnes oublient beaucoup le côté marketing, promotion du livre, qui est au moins la moitié du travail si vous voulez faire un best-seller. L'écriture n'est que la moitié du travail. Et après, le faire savoir, le fait de promouvoir son livre, c'est une autre partie du travail qui relève plus de l'entrepreneuriat, effectivement. Ok, top. Daniel, qu'est-ce qui t'a motivé à investir dans l'immobilier?
Alors, comme la plupart, je pense, des personnes qui investissent dans l'immobilier, ma vocation première, quand je suis rentré dans le domaine de l'immobilier, c'était d'investir en fait mon épargne. C'est-à-dire que j'ai commencé juste après mes années étudiantes, je commençais à avoir un revenu un petit peu plus important et mon niveau de vie n'ayant pas beaucoup augmenté, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire en fait de cette épargne. Et l'une des premières idées qui m'est venue, parce qu'effectivement en France on a l'habitude de dire que l'investissement dans la pierre est toujours une bonne idée, c'était d'investir dans l'immobilier. Par la suite, j'ai tendance à dire qu'il y avait pour moi comme deux étapes d'investissement immobilier, comme si j'étais entré en fait deux fois dans le monde de l'investissement immobilier. La première fois, donc c'est juste après mes années étudiantes, quand je suis rentré dedans sans aucune connaissance, juste parce que voilà, on m'avait dit que l'investissement dans la pierre était une bonne idée. C'est une entrée dans l'immobilier qui a été pleine d'échecs. Aussi bien en termes de choix de biens, de choix de fiscalité, parce que je n'avais absolument aucune connaissance. J'étais parti directement dans le plus simple. Et par la suite, j'ai eu comme une deuxième naissance dans le domaine de l'immobilier, quand j'ai vraiment appris tous les rouages, les stratégies, les techniques en termes de choix de biens, de mode de location et de choix de fiscalité. À ce moment-là, j'ai pu rentrer une deuxième fois dans l'immobilier, mais cette fois-ci en sachant ce que je faisais. Et je pense que cette deuxième entrée était beaucoup plus valorisante et beaucoup plus passionnante, parce que la première fois, voilà, quand on y va un petit peu à tâtons sans savoir ce qu'on fait et qu'on se rend compte par la suite, a posteriori, que ce qu'on a fait n'est pas forcément optimal, ça peut être un peu frustrant. Et du coup, plutôt que de me bloquer, moi ça m'a poussé à réinvestir correctement dans l'immobilier, à fréquenter des personnes qui savaient comment investir dans l'immobilier, à lire plein d'ouvrages, à m'informer, à suivre des personnes qui savaient comment faire pour refaire ça de la bonne façon. Ok, c'est clair. Et là, on retombe dans ce qu'on disait, une des questions précédentes, où effectivement, la notion d'échec, il ne faut pas le personnaliser en le prenant mal. Ça fait partie du processus, encore une fois. Et donc l'idée, c'est donc effectivement d'avoir des échecs qui soient suffisamment formateurs et en même temps pas suffisamment dissuasifs pour pouvoir effectivement garder cette envie derrière de réinvestir. Et c'est vrai que beaucoup, hélas, d'investisseurs vont rester sur un premier échec et se fermer, rester toute leur vie en fait finalement sur cet échec-là. Et c'est fort dommage parce qu'en fait, ils se sont dit, non, finalement l'immobilier c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Et ils passent à autre chose. Et après, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un ancrage négatif pour le coup. Et donc ils vont associer l'immobilier à des souvenirs négatifs, à de la souffrance, alors que s'ils avaient pris le temps de dépasser ce premier échec, ils auraient pu faire comme toi ou comme moi, aller plus loin finalement. Voilà. C'est ça, tout à fait. Ok. Alors, question suivante. Alors, donc, Daniel, est-ce que tu peux partager en fait quels sont les investissements immobiliers que tu affectionnes plus particulièrement? Tout à fait. Alors, c'est une question où je ferai une sorte de disclaimer avant, c'est-à-dire que c'est une question qui m'est souvent posée et j'ai toujours une appréhension, c'est que les personnes qui nous suivent se disent, voilà, Daniel Vu, je l'ai vu dans différentes conférences, etc., il a écrit un livre, du coup, si lui il fait quelque chose, s'il aime quelque chose, je dois faire pareil. Ce n'est absolument pas vrai. Ce que je fais, les stratégies que j'affectionne et les biens dans lesquels j'investis sont des biens qui me conviennent par rapport à mes objectifs. Et si vous avez des objectifs qui sont différents, et c'est très souvent le cas, ce type d'investissement ne vous convient pas forcément. Ce n'est pas forcément la chose à faire, par contre c'est la chose à faire pour répondre à mes objectifs. Dans mes objectifs, il se trouve, comme vous avez vu tout à l'heure, que j'ai pas mal d'activités et que du coup j'ai du temps à dédier à l'immobilier de façon assez limitée. C'est-à-dire que j'affectionne plutôt des investissements immobiliers qui ne sont pas trop chronophages pour moi et donc plutôt de la location longue durée, pas des biens qui me demandent beaucoup de gestion, et j'essaie d'obtenir en moyenne des biens qui me demandent, une fois que ça tourne, entre 15 et 20 minutes de gestion par mois et par bien. Ce n'est pas des biens qui sont en général très chronophages. Je réserve ces biens plutôt à une clientèle, donc des locataires qui c'est plutôt aisé, c'est-à-dire que je fais des biens qui sont très qualitatifs. C'est aussi quelque chose de personnel, c'est pas forcément le meilleur choix à faire, mais en tout cas c'est un choix qui me convient aussi bien au niveau de la tranquillité, parce que c'est souvent des locataires qui sont assez sérieux, qui prennent soin des biens, qu'au niveau de l'éthique, parce que j'essaie au maximum de me séparer de l'image du marchand de sommeil, et du coup je fais que des biens qui sont extrêmement qualitatifs dans les endroits les
mieux situés dans les villes. Et globalement, j'ai des locataires qui ont des revenus qui varient entre 3 000 et 6 000 euros net à peu près par mois. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément, qui répond pas forcément aux objectifs de tout le monde, mais en tout cas c'est ma façon d'investir. Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça qui est bien dans l'immobilier, c'est qu'en fait il y en a pour tout le monde. C'est vraiment à la carte, on se construit en fait sa stratégie personnalisée, et c'est ça moi qui personnellement je trouve qui est bien dans l'immobilier, c'est que on a cette chance de pouvoir personnaliser sa stratégie. C'est ça. Ok, merci du témoignage Daniel. Daniel, donc en fait, question suivante, c'est inversement, quels sont les investissements immobiliers que tu n'aimes pas du tout, en fait, qui vont te faire fuir, entre guillemets. Alors bon, c'est vrai qu'on attend entre investisseurs, bah, c'est vrai que en fait, il y a très peu d'investisseurs qui s'intéressent au Pinel. Voilà, juste pour avoir ton point de vue sur le sujet. C'est pareil que toi, principalement le Pinel, c'est-à-dire que autant j'affectionne beaucoup de types d'investissements immobiliers et je pense que chaque investissement immobilier peut trouver éventuellement son investisseur, répondre à certains objectifs, autant le dispositif Pinel, effectivement, c'est quelque chose qu'on n'affectionne pas souvent. Donc le Pinel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu une carotte fiscale de la défiscalisation et c'est souvent proposé en fait par des gestionnaires de patrimoine. C'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans mon domaine en tant que chirurgien dentiste parce que en fait, en tant que professionnel de santé libéraux, on est souvent approché par des gestionnaires de patrimoine qui ne sont pas scrupuleux parce qu'il y a aussi des bons gestionnaires de patrimoine, mais en l'occurrence, sachant que nous sommes des professions qui ont certaines fois des bons revenus et qui n'ont absolument aucune éducation financière, nous sommes les cibles privilégiées de personnes qui nous proposent des produits qui ne sont pas forcément dans notre intérêt, qui sont plus dans leurs intérêts. Donc effectivement, c'est souvent des biens en Pinel sur lesquels eux peuvent se faire une marge qui est assez importante, mais ce sont des biens qui malheureusement ne sont pas idéaux pour nous au niveau fiscal, parce qu'on n'a pas les meilleures fiscalités dessus, qui ne sont pas idéaux parce que les loyers sont plafonnés, parce que les revenus des locataires sont plafonnés, et parce qu'on doit garder ces biens pendant une certaine période en fait, et qu'à la fin quand on les revend, ces biens ont souvent perdu de la valeur, et en plus on a d'autres investisseurs qui ont acheté les mêmes biens en fait, souvent dans les mêmes copropriétés, qui revendent en même temps que nous, en concurrence. Bref, c'est un produit qui est souvent peu rentable, même si certaines personnes sont satisfaites de leurs investissements en Pinel. Franchement, je pense que dans la plupart des cas, on peut faire beaucoup mieux que ça. Oui, alors donc effectivement, donc alors après, bien évidemment, ça n'enlève rien par rapport au métier on parlait de conseiller en gestion de patrimoine, donc il y a des très très bons, évidemment, c'est comme dans tous les métiers, bah, voilà, il y a des très bons qui sont très compétents, etc. Mais simplement, c'est vrai que par rapport au Pinel, bah, en fait, il faut être très vigilant. Donc on peut faire des très bonnes affaires en Pinel bah, lorsque par exemple l'emplacement, c'est toujours un critère clé de réussite en investissement. Donc si le Pinel est situé dans un magnifique emplacement qui va prendre de la valeur, à ce moment-là, donc il y a des personnes, des investisseurs qui vont gagner de l'argent en Pinel. En revanche, pour nous qui sommes investisseurs, on va raisonner, on va comparer en fait différentes options possibles d'investissement et en termes de rentabilité, de coût d'achat, etc. Bah, en fait, on va souvent, alors voilà, après c'est compliqué de faire des généralités, mais souvent on va s'apercevoir qu'on obtiendra en fait des meilleures rentabilités sur des produits anciens sur lesquels on va pouvoir fabriquer de la valeur grâce aux travaux et avoir plus de choix en fait sur le produit et le façonner à notre voilà, à la façon dont on veut réellement le produit. Voilà. Merci. Du coup, quelles sont tes plus belles réussites immobilières? Pour moi, si je réfléchis, je me remords deux. La première, c'est un achat de 3 biens en simultané. Souvent, dans le milieu investisseur immobilier, on parle de doublette ou de triplette. C'est le fait d'acheter 2 ou 3 biens de façon simultanée, mais légèrement non légale, puisque les personnes qui
mettent en avant ce type de technique font souvent des achats en fait, de 2 ou de 3 biens dans différentes banques sans avertir les autres banques. C'est-à-dire que en général, ils vont chercher des banques qui ne passent pas par les mêmes organismes de cautionnement et ils vont acheter ces biens en fait, sans avertir les différentes banques, ce qui peut être par la suite assez dangereux si les banques s'en rendent compte, parce qu'elles peuvent remettre en question les conditions dans lesquelles ont été faites le crédit, en fait, puisque les banques, à ce moment-là, vous cèdent en fait, un crédit sur une situation patrimoniale en fait, qui n'est pas réellement la vôtre, puisque dans quelques semaines, quelques mois, vous allez avoir d'autres crédits qui vont surajouter, des crédits que vous n'avez pas portés à leur connaissance. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez dangereux. Certains le font à tort ou à raison, mais en tout cas c'est un choix. Là, c'était une triplette, mais dans une même banque, donc elle était vraiment au courant que j'achetais les 3 biens. Et malgré tout, la banque a tout de même accepté, parce que c'était des projets qui étaient assez intéressants. Et donc je remercie voilà, les personnes de la banque qui ont su me suivre, et je pense que c'est un succès de réussir à convaincre nos partenaires bancaires sur le fait que voilà, nos investissements puissent être intéressants et qu'avec une bonne communication, une bonne éducation aussi de nos partenaires, on peut quand même investir dans de nombreux biens sans forcément avoir à passer par des techniques un petit peu illégales. Le deuxième succès, ce serait les moments où je vois mes locataires en fin de bail ou en début de bail et qu'ils me remercient pour la qualité du bien que je leur délivre. Je pense que c'est tout le temps un moment qui est assez gratifiant. Ouais, de satisfaction. Je leur délivre quelque chose de qualité. Ils viennent là, non pas parce qu'ils n'ont pas le choix, mais parce que vraiment ils apprécient le produit que je leur propose. Et ça, c'est aussi une forme de succès. De satisfaction pour l'investisseur, la récompense ultime. Tout à fait. C'est intéressant parce qu'avant l'interview, on parlait, on s'est découvert quelques points communs. Et alors ça fait un point commun supplémentaire parce que moi aussi j'ai démarré en fait ma carrière professionnelle en immobilier avec une triplette. Voilà. Et pareil dans la même banque. Super. Effectivement, je te rejoins complètement. À partir du moment où on arrive justement à avoir le bon discours et trouver des belles opportunités, finalement la banque va faire son travail de financement parce qu'ils ont clairement identifié que le projet est solide, intéressant et que ça va être un accord gagnant-gagnant en fait. Voilà. Oui, c'est ça. C'est une belle aventure. Ok. Donc question suivante, donc, quelles sont, Daniel, tes plus grosses galères immobilières? Alors, j'en ai pas eu énormément par chance de galères immobilières, en dehors de mon premier investissement, mais ça c'est entre guillemets une galère dans laquelle je me suis mis tout seul parce que tout simplement, de fait, je ne connaissais pas un petit peu les techniques et les stratégies en immobilier, donc il n'y a pas eu particulièrement de surprise. Si on achète un bien qui n'est pas particulièrement rentable, il ne reste pas particulièrement rentable, mais bon, ça c'était pas une surprise. Ma première galère, c'était particulièrement lors de travaux, donc c'était mes tout premiers travaux. C'était pas des travaux heureusement d'une ampleur très importante, c'était juste abattre une cloison et refaire une cuisine équipée, une cuisine américaine. Et il se trouve que je suis passé par un entrepreneur qui m'a été recommandé par une agence immobilière. L'agence immobilière m'a donné ses coordonnées en me le recommandant, et cet entrepreneur en fait a fermé sa boîte pendant mes travaux. Donc c'est une expérience qui était enrichissante, mais sur le moment effectivement c'est pas très sympathique. Je dirais appauvrissante. Oui, c'est ça. Le fait de, voilà, c'est un entrepreneur indélicat, ne répondait pas aux appels. Quand par hasard j'arrivais à l'avoir, il reportait sans cesse les rendez-vous en disant j'ai un ouvrier qui s'est blessé, ils m'ont pas donné la bonne couleur, etc. J'ai pas eu le matériel, donc il repoussait de semaine en semaine, jusqu'à ce qu'un jour je me connecte sur société.com et je me rends compte qu'en fait sa société était un établissement fermé en fait. Donc j'étais assez énervé, j'ai mis du temps à récupérer mes clés, rien que ça c'était assez fatigant, assez stressant, mais bon, on apprend grâce à ça. Et je me suis rendu compte par la suite qu'en fait, évidemment, l'agent immobilier qui me l'avait recommandé n'avait jamais utilisé ses services, parce qu'en tant qu'agent immobilier, il n'avait pas eu besoin de faire beaucoup de travaux, mais qu'en revanche, il était commissionné sur le devis en fait, de l'entrepreneur, et c'est pour ça qu'il me l'avait recommandé. Et donc maintenant, je passe par des entrepreneurs qui me sont plutôt recommandés par d'autres investisseurs immobiliers, et ça marche beaucoup mieux. Ouais, donc ça, c'est vraiment un point sensible, donc je dirais le choix des artisans.
Parce qu'on parle tout de suite, qui dit travaux dit budget assez conséquent. Donc c'est un poste sur lequel il faut être vigilant. Et notamment sur le choix des artisans. Donc moi, pareil, je fonctionne de la même manière. Donc si vous pouvez avoir un artisan par recommandation, mais effectivement, des personnes qui ont réellement eu recours à l'artisan, c'est toujours un confort supplémentaire et ça évite de passer quelques mauvaises nuits ou des sueurs froides ou s'énerver. Voilà. C'est ça. Yes. Ok. Alors question suivante, si tu devais redémarrer à zéro, est-ce que tu referais la même chose ou est-ce que tu referais différemment? Comment est-ce que tu envisagerais cette situation? Si je devais redémarrer à zéro, je pense que la première chose à faire, ce serait se former. C'est-à-dire que là, je me suis lancé directement dans l'immobilier sans aucune connaissance, comme font de nombreux investisseurs. Par la suite, je me suis rendu compte que j'avais fait des erreurs, mais un petit peu après, ce qui m'a dégoûté pendant un moment l'immobilier. Honnêtement, pendant 5-6 mois, j'étais assez en colère contre l'immobilier en me disant, wow, avec la fiscalité française, l'immobilier, c'est impossible que ça soit rentable. Je me suis lancé dans une sale affaire. Et par la suite, je suis tombé sur des forums avec des personnes qui, eux, réussissaient dans l'immobilier, qui m'ont encouragé, qui m'ont montré que effectivement c'était possible et que je n'avais simplement pas les connaissances nécessaires pour faire partie, je ne sais pas, des 5-10% d'investisseurs immobiliers qui investissent de la bonne façon. Et donc c'est seulement par la suite que je me suis formé. Si je me relançais, bien évidemment, je me formerais d'abord avant de me lancer, de façon à pouvoir être armé pour investir de la bonne façon dès le début. Ouais, complètement. Alors moi je dirais simplement par rapport à cette notion de formation, c'est clairement très important. Dans une des questions précédentes, on parlait d'apprentissage, de processus d'apprentissage, et il y a aussi un autre point que je trouve aussi important, c'est l'aspect se former auprès d'une personne en fait qui a déjà atteint les objectifs que vous-même voulez atteindre. Parce que c'est vrai que dans formateur, il y a formateur et formateur. Donc il faut vraiment être vigilant aussi par rapport à ce choix-là. C'est vrai, tout à fait. Quel est selon toi en fait le mindset, l'état d'esprit idéal pour un entrepreneur immobilier? Le mindset d'un entrepreneur immobilier, je pense qu'il est déjà lié au fait d'avoir connaissance de tout l'engagement en termes de temps, au niveau financier et aussi parfois un petit peu au niveau du stress qu'il peut recevoir par rapport à son activité. Je pense que quelqu'un qui se lance dans l'immobilier seulement en cherchant à avoir des revenus supplémentaires, mais sans être prêt à tous les sacrifices entre guillemets qu'il doit fournir, peut être déçu un petit peu après par l'immobilier parce que je pense que la plupart des bons investisseurs immobiliers sont aussi des personnes qui sont quelque part passionnées par leur activité. Ensuite, je fais une distinction assez importante de mindset entre par exemple l'investisseur en bourse, en crypto et celui immobilier, dans le sens où pour moi l'investisseur immobilier est quelqu'un qui sait planifier en fait ses investissements, peut-être un petit peu plus que l'investisseur en bourse et en crypto. On va dire que quand vous investissez en bourse, moi je vais parler à des très bons investisseurs en bourse qui étaient professionnels dans le domaine, ils me disaient que sur leurs différentes opérations, ils ne réussissaient leurs opérations que dans environ 60% des cas, alors qu'eux-mêmes étaient très bons. Et donc il y avait 40% d'opérations sur lesquelles ils s'étaient trompés, sur lesquelles ils échouaient, et statistiquement, en faisant un très grand nombre d'opérations, ils gagnaient sur le long terme au niveau statistique parce qu'ils ont gagné, ils ont réussi heureusement plus qu'ils n'en perdaient. En immobilier, on a une chance, c'est qu'on peut préparer un petit peu mieux ses investissements et on n'est pas sujet à ce type de spéculation. Effectivement, si vous achetez un bien et que vous le revendez dans 20 ans en ne vous référant qu'au marché immobilier, qu'à l'évolution du marché immobilier, effectivement là vous êtes sujet à la spéculation tout comme un investisseur en bourse ou en crypto, avec par contre des produits qui sont beaucoup plus onéreux que les actions ou les cryptos. Par contre, l'avantage c'est que c'est des biens effectivement où on ne peut pas se permettre de perdre sur 40% de nos biens immobiliers. Il n'y a pas 40% de nos biens immobiliers sur lesquels on perd de l'argent, sinon ce serait assez terrible sur des grosses sommes. On peut vraiment planifier nos opérations et être acteur, donc presque entrepreneur en fait dans nos investissements immobiliers. Ce qui n'est pas le cas d'un investisseur en actions ou en crypto. Ces personnes-là en fait sont vraiment dépendantes du marché, alors que vous, en tant qu'investisseur immobilier, vous avez un pouvoir. C'est pas vous qui allez, vous n'allez pas simplement prendre une belle opération, vous allez vraiment créer l'opération. Vous allez être
être proactif en fait dans la réalisation d'une belle opération en fait, en faisant des travaux, éventuellement en divisant, en choisissant différents modes de location. Vous allez pouvoir être proactif et pas simplement vous laisser porter un petit peu par le vent. Alors moi je te rejoins complètement sur la dimension passion dont on parlait. Vraiment ça c'est un point qui est, je pense, est capital. C'est-à-dire que si il faut vraiment pas investir dans l'immobilier uniquement par attrait financier, parce qu'en fait vous n'allez pas tenir la distance, et il faut être capable de faire cette traversée du désert, savoir surmonter. Mais en fait, forcément, il y aura des difficultés. Bon, on en a évoqué quelques-unes tout à l'heure. Et si vous n'avez pas cette niaque, en fait, cette passion, bah, vous allez baisser les bras aux premières difficultés que vous allez rencontrer. Et donc, ce serait dommage. Donc, voilà. Donc ça, effectivement, ça, c'est le premier point. Et après, il y a aussi, en termes de mindset, il y a quelqu'un, un investisseur qui est célèbre, Warren Buffett, et qui dit on reconnaît en fait les bons investisseurs quand la marée est basse. Et en fait, ça s'applique aussi, me semble-t-il, aux investisseurs immobiliers. C'est vrai que quand le marché est euphorique, c'est un peu la même chose qu'en bourse finalement. Tout le monde gagne de l'argent. Et c'est très dangereux. Parce qu'en fait, c'est seulement lorsque la crise arrive, et des crises, il y en a en bourse, mais il y en a aussi en immobilier, même si pour l'instant, ça n'a pas encore été trop le cas. Et donc c'est très important de bien être vigilant dans le choix de son investissement pour justement, comme le disait Warren Buffett, lorsque la marée est basse, rester en sécurité. Et pas se retrouver entre guillemets en situation inconfortable avec un investissement qu'on ne peut pas revendre, qui n'est pas liquide, qui aura été fortement impacté par les baisses de valeur suite à la crise. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les biens immobiliers ne sont pas comparables. Et certains biens immobiliers vont, en cas de crise, décoter plus que d'autres. Et donc il faut être extrêmement vigilant à cela. Merci. Donc question suivante, donc quels sont tes objectifs pour 2022 et après 2022, et puis également donc à plus long terme, en fait comment tu te vois dans une dizaine d'années à la fois en tant qu'entrepreneur, et puisque tu es entrepreneur un petit peu multifacette, et investisseur. Alors pour l'année 2022, là on a une conférence en septembre, auquel tu seras aussi, oui. Qui est la plus grande conférence en immobilier de France, qui se passera à Bordeaux, au stade de foot, donc le stade Matmut. Donc là, je me prépare pour cette conférence-là. Et après, mon but sur l'année, dans les années futures, ce serait de continuer à propager et à vulgariser un petit peu les connaissances dans le domaine de l'immobilier et également dans le domaine de l'écriture, de la publication de livres. Donc là, je suis en train de rédiger un autre ouvrage sur la publication de livres afin d'accompagner d'autres personnes pour promouvoir leur savoir et partager plus largement leurs connaissances au travers de l'écriture de livres. Ce serait aussi de développer un petit peu la maison d'édition, donc les éditions d'Île, avec lesquelles on accompagne les différents auteurs sur nos domaines en fait, de prédilection. Et sinon, en termes d'investissement, sur 10 ans, 20 ans, le but ce serait au bout d'un moment, donc là je fais surtout des investissements en faisant des emprunts longs, donc sur 20 ans. Le but au bout d'une dizaine d'années, ce serait de revendre la moitié de ces biens, en fait, donc pour solder le crédit de l'autre moitié des biens, revenir à un taux d'endettement proche de zéro, avec un patrimoine qui est assez conséquent et qui à ce moment-là peut créer des revenus passifs et repartir dans un nouveau cycle d'endettement et réinvestir dans d'autres biens. Ok, c'est clair. Oui, c'est vrai que par rapport à ce point en fait, de se projeter dans le futur, je trouve qu'on parlait de mindset à la question précédente, et ça je trouve que c'est vraiment un différentiel entre l'entrepreneur immobilier et d'autres personnes. C'est que l'entrepreneur immobilier, il doit vraiment se projeter dans le futur, avoir une vision à long terme, et d'ailleurs c'est la nature et l'essence même de l'investissement immobilier, puisqu'en fait souvent on emprunte sur 15 ou 20 ans, en ce moment c'est plutôt sur 20 ans, voire même 25 ans, et donc je dirais que c'est en fait investir dans l'immobilier, c'est un peu une éducation, puisque ça nous entraîne à nous projeter assez loin en avant, et après c'est quelque chose qu'on peut remettre au service d'autres projets, comme par exemple tu l'as parlé de l'écriture. D'ailleurs j'achèterai certainement ton livre sur l'édition, ça m'intéresse comme sujet, donc voilà, je serai un de tes prochains clients alors. Merci beaucoup. Alors nous voilà arrivés au terme de cette interview.
Est-ce que tu aurais d'autres points à évoquer, à partager, qu'on n'a pas encore abordé durant les précédentes questions? Oui, du coup, principalement le fait d'oser vous lancer, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, on a parlé de la formation, etc., mais on a aussi beaucoup de personnes en fait qui suivent des formations, qui lisent énormément, mais qui n'osent pas se lancer. Et pour moi, l'action en fait est essentielle. Effectivement, on a parlé de formation, mais sans action, ça reste un petit peu sans intérêt. Dans le cadre du cercle d'investisseurs immobiliers et des milieux investisseurs que je fréquente, j'ai rencontré des personnes qui parfois étaient extrêmement formées, mais qui n'avaient que peu de résultats parce qu'elles n'osaient pas se lancer. Surtout, n'hésitez pas, c'est une très belle aventure, et une fois que vous serez dedans, que vous aurez un petit peu d'expérience, n'hésitez pas à partager cette passion. C'est une seconde partie de l'aventure de réussir à propager cette belle passion autour de vous. Oui, alors je rebondirais donc sur la notion d'action. Alors en fait, quand on fait du networking immobilier, bon, c'est à travers ce networking, des networking qu'on a eu l'occasion de faire connaissance. En fait, on croise plusieurs, je dirais, types d'investisseurs. Et alors effectivement, il y a l'investisseur qui va passer toute sa vie à se former, et j'en ai vu, enfin toi aussi, oui. Qui plusieurs années après, on les recroise. Est-ce que voilà, t'en es où dans ton parcours? Effectivement, ils ne sont pas passés à l'action, c'est dommage. Et inversement, on rencontre aussi des profils qui sont uniquement dans l'action. Et on va les revoir 1 an ou 2 ans après, ou pas du tout d'ailleurs, et on va s'apercevoir en fait qu'ils ont tout revendu. Et parce qu'en fait, c'est des personnes qui vont être uniquement dans l'action, oui. Et pour le coup, on fait des erreurs. Et comme on l'avait mentionné sur un des points précédents, du coup, ça va les dégoûter en fait de l'immobilier. Ils vont tout revendre et ils vont passer à autre chose. Et ce qui est aussi dommage. Voilà, donc en fait, il faut vraiment trouver le bon équilibre entre les deux, quoi. Super. Merci à toi, Daniel, pour ce témoignage. Et puis, j'ai hâte que tu sortes ton prochain bouquin sur l'édition. Comme ça, je pourrais l'acheter. Et puis, et à très bientôt. Merci beaucoup, avec plaisir. À bientôt. Yes.